cette haine du mari divorcé face à sa femme qui est devenue heureuse dans les bras d'un autre. C'est pas le divorce qui le choque, c'est le fait qu'elle soit heureuse. Donc Poutine ne peut pas supporter qu'il y ait des Ukrainiens heureux parce que c'est une démocratie émergente, qu'il y ait des Baltes heureux parce qu'ils ne sont pas sous son joug, et surtout pour les Ukrainiens qui font la démonstration qu'on peut être slave sans être esclave. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les gens sous le régime Poutine sont traités comme des esclaves aujourd'hui. Ce sont des esclaves. Les soldats qu'on a vus là, c'est des esclaves. Ils retourneront au front. J'aurais une comparaison un peu moins conjugale, un peu logique quand même. Je pense que pour Poutine, par exemple, les républiques baltes, c'est l'accès à la mer Baltique. Et donc, depuis des siècles, toute la Russie, depuis Pierre le Grand, la Russie a tout fait pour contrôler ces États. En ce qui concerne l'Ukraine, bon, il l'a dit, l'Ukraine n'existe pas, la nation ukrainienne n'existe pas, il l'a répété, et donc il veut au moins, dans un premier temps, rétablir l'union des républiques slaves, c'est-à-dire en réalité vassaliser l'Ukraine comme il a vassalisé la Biélorussie. Pour lui, c'est sans doute le minimum de ce qu'il voudra faire. Mais après l'Ukraine, je pense que l'objectif sera certainement les pays baltes, qui sont notre talon d'Achille, et qui correspondent à une pensée stratégique russe. Pour la Russie, le drapeau de l'OTAN qui flotte à Tallinn, à 150 ou 200 km de Saint-Pétersbourg, ce n'est pas acceptable. Est-ce que les Occidentaux prennent au sérieux ces menaces? Écoutez la réponse de Trump sur le Poséidon et sur le Sarmat. Il ironise, lui, sur les moyens supérieurs, dit-il, de l'armée américaine. Les Russes savent que nous avons un sous-marin nucléaire, le plus grand au monde, juste au large de leur côte. On n'a pas besoin de faire 14 000 km. Ils ne jouent pas avec nous, mais nous ne jouons pas avec eux non plus. Nous testons des missiles tout le temps. Mais comme vous le savez, nous avons un sous-marin. Et lui, il n'a pas besoin de faire tous ces kilomètres. Quand vous entendez Trump là, est-ce qu'on est dans une escalade générale? Dans quelques instants, on entendra à ce sujet le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui parle du risque de prolifération nucléaire générale. Alors, là, ce que dit Trump, pour moi, n'est pas une escalade. Et d'ailleurs, en gros, je viens de dire la même chose. À savoir que nous aussi, on a des jolis engins qui peuvent faire très mal. Donc, ouais, alors les tiens, c'est par la droite et moi, c'est par la gauche. Vous voyez, ça va pas plus loin que ça. Donc, pour moi, c'est pas de l'escalade, c'est du... On s'énerve pour pas grand-chose, et je pense que c'est la bonne attitude à adopter face à, par ailleurs, des prouesses scientifiques de la Russie. Si jamais ça marche, c'est beau. Tout ça est quand même, excusez-moi de sortir un peu du sujet, mais c'est quand même un peu archaïque, hein, cette sorte de deux puissances à l'ancienne, hein, qui se menacent, qui montent pour montrer laquelle a la plus grosse, parce que l'avenir du monde, il ne se joue pas là. L'avenir du monde, il se joue en Asie. L'avenir du monde, il se joue entre la Chine et les États-Unis. L'avenir du monde, il se joue en termes de la révolution technologique qui vient. Moi, honnêtement, il y a un pays qui doit sourire dans sa barbe, qui ne l'a pas d'ailleurs, c'est la Chine. Parce que vraiment, la Chine, ça lui permet de détourner l'attention des États-Unis et de continuer sa course faramineuse en termes de technologie, en termes d'industrie. Franchement, enfin, l'histoire est faite que de ça, mais c'est une perte de temps. Les Russes et les Américains, dans cette affaire, ils ont une génération de retard sur les vrais enjeux de demain. Écoutez la télévision russe, qui évidemment est dans le temps que vous jugerez archaïque, mais ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que la séquence qu'on va voir à l'époque, on en ricanait, aujourd'hui c'est le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui disait « Attention, les missiles russes peuvent aller très vite sur Madrid ou Londres ou Paris ». Écoutez la séquence et vous réagirez. Le drone sous-marin russe Poséidon s'approche de sa cible à 1 km de profondeur et à une vitesse de 200 km/h. Il n'y a aucun moyen de l'arrêter. L'ogive qu'il transporte a une capacité pouvant atteindre 100 mégatonnes. L'explosion de cette torpille thermonucléaire au large des côtes britanniques provoquera un tsunami géant pouvant atteindre 500 mètres de haut. En passant au-dessus des îles britanniques, cette vague extrêmement radioactive transformera tout en un désert radioactif impropre à toute forme de vie.
Надолго, непригодно. Général Yakovlev, quand le secrétaire général de l'OTAN, qui avait été à l'OTAN, Mark Rutte, dit met en garde les Européens comme s'il y avait une sorte d'urgence nouvelle, en disant les missiles russes peuvent atteindre très vite Londres, il donne l'exemple de Londres et de Paris. Bah, et ça a toujours été le cas depuis le début des missiles soviétiques. Donc c'est quand même pas une nouveauté, voilà. Donc on se tient par la barbichette tous. Pourquoi cette impression de frilosité? Pourquoi le dit-il? Je sais pas. Peut-être qu'il est dans le mode on doit mettre la pression pour continuer vers les 5%. Oui, ils sont devenus ce totem. C'est de la guerre psychologique là. Oui, Il fait peur pour essayer, pour dire à tout le monde il faut dépenser pour votre défense, il faut dépenser pour votre défense. Et de l'autre côté, vous avez les Russes qui font ça depuis 3 ans. Depuis 3 ans, ils nous montrent des photos où leurs missiles atteignent Londres, atteignent Paris. Vraiment, pendant qu'une de leurs journalistes qui est toujours sur la télévision, sur une télévision française, dit mais nous on n'a jamais parlé de guerre. C'est voilà. On est dans la propagande, une propagande assez grossière, donc il faut surtout garder son calme. Absolument, je rejoins tout à fait l'ambassadeur. Ça n'a pas de conséquences ni militaires ni politiques et voilà, donc ils s'amusent sur les plateaux russes à sortir ça, donc c'est beau. Voilà. Ils se sont quittés avec un accord et de part et d'autre une bonne dose de bluff et d'arrière-pensée. Roxane Sigula et Vladimir. 6 ans se sont écoulés depuis leur dernière rencontre officielle. Le face-à-face de 2 hommes que tout oppose. Donald Trump, l'impulsif adepte des coups d'éclat. Xi Jinping, le planificateur méthodique. 1h40 de négociations avec des conséquences concrètes sur notre économie. Lors de cette partie de poker, chacun est arrivé avec de gros atouts dans son jeu. Pour Donald Trump, les droits de douane. Depuis le début de l'année, Washington imposait à Pékin une taxe de 57% et menaçait d'aller bien au-delà. Ce ne sera finalement que 47%. C'est rassurant parce que comme on ne va pas rentrer dans une guerre commerciale majeure, l'économie américaine ne sera pas en récession, et pour les entreprises européennes, ça veut dire une demande et des débouchés sur le marché américain. Autre sujet de friction mis sur la table, les terres rares, ces métaux indispensables à la fabrication des smartphones ou des ordinateurs. Au début du mois, la Chine, qui en est le premier producteur mondial, avait choisi de limiter leur exportation partout dans le monde. Xi Jinping assure finalement qu'elle reprendra sans restriction. Cela veut dire moins de rupture de stock et donc moins de risque que le prix de ces produits high-tech ne grimpe. Au grand jeu des compromis, y a-t-il un vainqueur? On peut considérer que c'est plutôt Xi Jinping qui a fait reculer Donald Trump plutôt que l'inverse, puisqu'on en revient au point de départ quasiment de la situation dans laquelle on était il y a presque. Un accord tacite, très fragile. Plusieurs points feront l'objet d'une renégociation dans un an. On parle depuis quelques heures. Oui, alors là, on va entrer dans la catégorie armes imaginaires pour l'instant. D'accord, c'est déjà une information. Oui, tout à fait. On parlait de la théorie du fou pour Richard Nixon, je pense que pour Vladimir Poutine, on est sur la théorie du fanfaron quand même. Donc on sort des armes miracles, des armes invincibles qui sont censées faire peur, impressionner. Le Poséidon, le principe, c'est d'avoir un drone sous-marin avec propulsion nucléaire à une capacité de portée illimitée, comme pratiquement tous les engins à moteur nucléaire, enfin des grandes portées. Alors on le voit, c'est colossal. C'est charge thermonucléaire et il serait censé, à grande vitesse, malgré tout aussi, il serait censé provoquer par son explosion des tsunamis gigantesques et radioactifs qui engloutiraient un pays côtier, genre le Royaume-Uni. Bon, il faut être clair là-dessus. Peut-être que Benoît aura des précisions là-dessus, mais globalement, on est très loin de voir arriver cet engin. Donc pour l'instant, on est dans un peu de la fanfaronnade, il faut être très clair, et peu probable qu'on le voit un jour. Alors, des mots qui résonnent avec le nouveau missile de Bourg-Evesnik, qui est équipé lui d'un moteur nucléaire et dont la capacité est présentée comme quasi illimitée en termes de vol. C'est ça aussi, c'est l'accumulation. Oui, c'est toujours cette idée de sortir des choses nouvelles. Ouais.
qui font peur, et la nouveauté, ça fait peur parfois. Donc là, on a l'idée d'avoir un missile de croisière, un peu comme un Tomahawk. En fait, c'est un Tomahawk à moteur nucléaire. Vous avez une propulsion initiale classique qui l'amène à une certaine vitesse. À partir de là, vous avez un moteur nucléaire qui fait tourner une turbine et à partir de là, vous avez une portée qui est quasiment illimitée. Vous avez un Tomahawk qui a une portée illimitée et qui peut porter une charge nucléaire. Donc oui, c'est très pratique, mais là encore, alors c'est moins science-fictionnesque que le Poséidon. Il y a un certain nombre d'essais qui ont été faits, qui ont quasiment tous raté, alors peut-être avec des morts au passage. Là, il y a peut-être quelque chose qui semble se dessiner de plus concret, mais encore une fois, ça reste très hypothétique. Et puis j'ajouterais, et alors, ok, d'accord, de la sorte comme ça, ils vont attaquer, au lieu d'attaquer avec un missile intercontinental, on attaque avec un missile de croisière. Et alors, la logique reste la même. La riposte peut se faire aussi bien. La riposte se fera de manière nucléaire et par missile intercontinental plus classique. Ce sera peut-être moins nouveau, mais la logique est toujours la même en réalité. Merci, colonel. Michel Polaco, c'était la stratégie de la fanfaronnade, c'est ça votre expression? Théorie du fanfaron. Théorie du fanfaron. Vous partagez cette analyse? Oui, je partage tout à fait cette analyse. Je pense que ce sont des effets d'annonce qui évidemment permettent de nourrir la machine à faire peur et que malheureusement tout le monde tombe un peu dans le piège parce que ce n'est qu'une machine à faire peur, puisqu'effectivement aussi bien le missile que la torpille à propulsion nucléaire sont des engins dont on peut douter de l'utilité et de l'efficacité. Efficacité parce que c'est certainement très très loin d'être au point. D'ailleurs, Vladimir Poutine lui-même disait il y a encore beaucoup de travail. Et puis l'utilité, à quoi ça peut servir d'avoir une torpille à propulsion nucléaire quand on sait que les Russes possédaient, en tout cas ils possédaient, maintenant ils en possèdent peut-être encore, des torpilles à charge nucléaire dont le but évidemment est de pouvoir détruire des sous-marins nucléaires d'attaque ou sous-marins lanceurs d'engins avec beaucoup plus d'efficacité. Mais tout ça, c'est de la gesticulation. Et en fait, si vous voulez, on est dans une espèce de débat. Dans le nucléaire, vous savez, vous avez la dissuasion du faible au fort, celle qu'a choisie la France. Vous avez celle du fort au fort, les États-Unis et l'ex-URSS ou la Russie. Et puis vous avez la dissuasion du fort ou du faible au fou. Alors, est-ce que Poutine est fou? Est-ce qu'il n'est pas fou? Voilà, c'est ça les questions qu'il faut se poser. En fait, pour l'instant, il s'amuse un peu avec nos craintes, avec nos angoisses et avec nos populations. Autre spécialiste sur ce plateau, Benoît Hem, un spécialiste du nucléaire militaire. Vous êtes d'accord avec ça? J'aimerais vers vous. Oui, dans l'idée où là, en fait, on a, je dirais, deux pensées en fait qui s'entrecroisent. À la fois, et d'une part, c'est l'épée et le bouclier. Dans l'idée où vous avez en fait des missiles, qu'est-ce que vous faites en fait comme défense? Donc un bouclier antimissile, et là l'avancée technologique de l'un permet de prendre le pas sur l'autre, et vous avez aussi le dilemme de sécurité où quand vous avez deux pays qui sont plus ou moins en fait en concurrence et en affrontement, l'un commence en fait à hausser son arsenal et ses capacités technologiques, l'autre le voit comme une agression et enchaîne aussi à ce moment-là à sa poursuite. Et donc vient le mot escalade à l'esprit de tous, et je voudrais juste vous soumettre quelques mots de Dmitri Peskov à nouveau pour vous faire réagir. Il dit ceci: les États-Unis sont un pays souverain qui a le droit de prendre ses propres décisions, mais je tiens à rappeler la déclaration du président Poutine: si quelqu'un viole le moratoire, la Russie agira en conséquence. On sait très bien qu'on est dans une guerre aussi psychologique, une guerre de communication, mais à chaque fois on ne peut quand même qu'interroger les faits derrière les mots. L'escalade, cette fois, est engagée sur la question du nucléaire? Alors, je pense que vous avez raison de souligner la bataille des mots et la bataille des réalités, parce qu'il faut mettre en parallèle ce qui n'est pas une victoire de la Russie en Ukraine, son piétinement tactique, opérationnel constant, et puis cette gesticulation dans le domaine stratégique répétée, parce que c'est pas la première fois. Il y a eu le Rechnik, qui est un missile balistique de moyenne portée qui est tombé sur Dnipro en novembre 2024. Donc il y a eu plusieurs fois où Poutine a essayé de jouer de cette gesticulation nucléaire pour faire peur et pour montrer qu'il était dans la catégorie des grands, alors que son engagement militaire ne prouve pas immédiatement, en tout cas, la supériorité de ses forces. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, quand même, c'est que si Poutine joue beaucoup sur ce tableau-là, c'est quand même parce que les Russes ont un certain nombre d'atouts technologiques en matière de missiles nucléaires. Donc ce n'est pas basé sur rien non plus. Et c'est pas sur rien, alors que les Américains sont dans une phase de renouvellement. Je crois qu'ils ont à peu près 8 programmes de vecteurs en renouvellement, 5 en termes d'ogives, et ils sont d'une certaine manière dans une période où les armes
de modernisation vont arriver plus tard, au tournant des années 2030, comme nous, les armes de troisième génération vont arriver au tournant de 2035. Et là, les Russes font la preuve, même si toutes ces armes ne sont pas fiables, qu'ils ont des percées technologiques dans un certain nombre de domaines, reprenant d'ailleurs l'idée d'avoir un missile de croisière, elle n'est pas nouvelle, elle avait été considérée notamment dans les années 90-2000 comme pas nécessaire dans le cadre justement d'une gestion de la dissuasion maîtrisée. Mais dès lors que vous êtes dans une gestion de la dissuasion qui n'est plus maîtrisée et que vous pouvez craindre l'emploi ou même simplement l'accident, parce que ces missiles, ils sont nucléaires parce qu'ils portent une charge nucléaire, mais parce qu'ils sont à propulsion nucléaire. Si les tests sont ratés, s'ils rentrent en collision, ils créeront des pollutions, même s'il n'y a pas une explosion nucléaire. Donc voyez bien que vous rentrez dans un domaine particulier. Deuxièmement, il y a ce que vous avez indiqué. C'est vrai que c'est aussi une réponse au projet encore très hypothétique de Golden Dome de Trump, de développer des défenses antimissiles. Et il dit, vous voyez, avec un missile de croisière qui vole entre 15 et 200 mètres, on contournera ce dôme s'il existe. Alors tout ça, évidemment, c'est des postures. À la fois la défense antimissile complète de Trump et son Golden Dome. C'est la carte que vous avez en tête. Pardonnez-moi, je vous coupe pour nos téléspectateurs qui montrerait que cette arme, ce Tchernobyl volant, pourrait aller de Moscou, par exemple, jusqu'à San Francisco. Sauf qu'il est lent, qu'il est lourd, que sa course est plus détectable qu'une autre, et donc il y aurait d'autres moyens de contrer. Mais ça, voilà, on ne va pas rentrer dans ce qui est aujourd'hui simplement une bataille de mots sur des missiles qui sont pas, dont il n'est pas encore prouvé qu'ils étaient opérationnellement complètement développés. Et quant au Golden Dome, ce n'est qu'un projet. Je voudrais juste rappeler quand même un cadre, c'est qu'il y a un traité qui s'appelle New Start, signé en 2000. De lui reprendre la clé dans la Afon la Fantomas. Ce qu'il y a de clair, c'est que le jour où le régime Poutine s'effondrera, ce jour-là, l'Ukraine pourra regarder différemment du côté du Donbass, parce que le risque de guerre civile est réel en Russie. Quand le régime s'effondre, ils sont très bons en guerre civile, comme on l'a vu il y a un siècle. Et ce jour-là, les soldats, ils iront défendre leur famille. Et voilà. Mais en attendant, je rejoins l'ambassadeur pour dire, là, s'il y a un deal maintenant, il sera sur le trait qui est maintenant. Et simplement, l'Ukraine ne reconnaîtra jamais la perte de souveraineté, si vous voulez. Mais le contrôle, c'est autre chose. Enfin, c'est quand même bizarre d'avoir un ennemi que vous dites faible et de ne pas oser lui reprendre du territoire. Il est suffisamment fort pour qu'on ne puisse pas reprendre le territoire. Il n'est pas si faible. La Russie n'est pas si faible. Non, attendez. Non, mais vous pouvez gagner une guerre ou ne pas la perdre. Là, à l'heure actuelle, il y a un match nul. Depuis 2023, c'est un match nul. Il y a un moment où on arrête les frais, on arrête les prolongations. Vous voyez, ça reste un match nul. Écoutez Poutine qui joue sur cette crainte apparemment fondée ou non des Occidentaux qui considèrent malgré tout que la Russie n'est pas si faible que ça, puisqu'ils ont peur notamment du nucléaire. Et il agite cette fois la menace très précise de deux armes dont on ne sait pas très bien leur degré d'efficience réelle. C'est le Sarmat et c'est le Poséidon. Écoutez-le. Le réacteur du Poséidon est 100 fois plus petit que le réacteur nucléaire d'un sous-marin. Mais la puissance d'un Poséidon dépasse largement celle de notre missile intercontinental le plus avancé, le Sarmat. Il n'existe rien de comparable au Sarmat dans le monde. Nous ne l'avons pas encore déployé, mais cela ne saurait tarder. Cependant, le Poséidon surpasse largement le Sarmat en termes de puissance. En termes de vitesse et de profondeur d'opération, il n'existe rien de comparable à ce véhicule sans pilote dans le monde. Il est peu probable que quelque chose de similaire apparaisse dans un avenir proche, et il n'y a aucun moyen de l'intercepter. Arrêtons-nous s'il vous plaît d'abord à ce missile Sarmat. Dans un certain imaginaire, c'est vraiment l'arme suprême. Évidemment, c'est ce que les Russes essaient d'accréditer, ce missile balistique intercontinental qui est d'une taille, d'une capacité de destruction particulière, qui serait. Oui, ça m'énerve parce que chaque fois on remet le plat. En 2018 déjà, ils faisaient la pub. En 2018, et ce truc-là n'est pas encore déployé. Il y a eu 4 échecs au pas de tir. Donc maintenant, peut-être qu'un jour le Sarmat sera déployé. Et alors le Poséidon, c'est de la technologie merveilleuse. C'est comme le V2. Le V2 n'a pas changé le sort de la guerre et personne ne savait l'arrêter. Donc là, les Russes,
continuent des efforts donc en haute technologie sur ces missiles-là. Effectivement, ils sont en pointe. Ils conservent une capacité scientifique et technique pour les sous-marins, mais pour tout le reste, c'est la décrépitude, c'est la débandade, la peinture tombe de la rouille, si vous voulez. Donc là, ils se redonnent du courage en sortant des grandes armes, comme Hitler disait, le V2 changera le cours de la guerre. Nous aussi, on sait bombarder la Russie, et si on tire, il y a un paquet de têtes qui n'intercepteront pas. Voilà. Donc, ok, il se fait plaisir pour pas cher. Regardez cette image des essais ratés du Sarmat. L'un était très spectaculaire. C'était le 21 septembre que l'image satellitaire l'avait repéré. Le Sarmat, toujours en phase de développement, avait explosé dans son silo. Il était, semble-t-il, retombé sur lui-même, ce qui évidemment, pour ce genre d'essai, très négatif, disons. Ouais. Ceci dit, les essais, SpaceX a eu des explosions, pas de tir, et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Vous voyez ce que je veux dire? Nous aussi, avec Ariane, on a eu des problèmes. Donc en soi, qu'ils soient en train de développer cette capacité, ou qu'ils y soient arrivés, ou qu'ils vont la déployer, etc., ça ne change pas le sort d'une guerre régionale qui est à l'ombre du nucléaire, mais qui n'est pas nucléaire. Ça ne changera rien au sort de l'Ukraine. Voilà. J'aimerais qu'on revienne sur ces images qui sont les images de la soirée où Poutine s'est mis en scène avec les vétérans et avec ce fond qui est très particulier. J'aimerais votre regard là-dessus. Quand il est en conférence de presse et qu'on voit derrière lui l'image notamment de la prise de Berlin à la fin de la guerre. Regardez l'image à gauche, à quel point cette image pour eux est obsessionnelle. C'est-à-dire à quel point cette image fameuse du drapeau, du soldat russe qui monte sur le Reichstag et qui déploie le drapeau soviétique est restée l'image de cette guerre, de ces guerres. Il faut dire, c'est quand même, les soviétiques ont perdu 17 millions de morts, ça a été une guerre absolument atroce contre un régime atroce, et ça a été une victoire qu'ils ont, je dirais qu'ils ont entièrement acquise, et ils ont raison d'en être fiers. L'Europe est en partie libre grâce à la victoire soviétique, ce qui est quand même un peu paradoxal parce que c'était Joseph Staline. Mais néanmoins, c'est vrai que nous devons être reconnaissants envers la contribution, pas seulement russe, d'ailleurs ukrainienne, de toutes les républiques socialistes soviétiques de l'URSS qui ont vaincu les Hitler. Quelle est la part de sincérité? Parce qu'il y a ce régime qui est un régime autoritaire, qui tue des opposants, etc. La sincérité est très très relative, mais dans la population russe, quelle est la part de sincérité d'après vous de gens qui considèrent que l'Ouest ne leur est pas assez reconnaissant? Sans doute, ils pensent, je pense que c'est pas plutôt en termes de reconnaissance, c'est en termes d'abord de fierté patriotique. Il y a beaucoup de Russes, me disait notre ancien ambassadeur à Moscou, beaucoup de Russes qui désapprouvent la guerre, mais qui ne veulent pas la perdre. Voilà, en gros, ils sont patriotes, c'est un pays profondément patriote, nationaliste, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un pays qui fait partie, il y en a pas mal d'ailleurs dans le monde, des pays paranoïaques. C'est-à-dire des pays qui croient, qui ont toujours peur des autres et qui en particulier du fait de leur histoire pensent qu'à l'ouest, la menace vient de l'ouest, qu'ils ont besoin d'un classique pour les défendre, et donc ils ont toujours considéré que mettre la main sur la Pologne et sur le monde de l'Est c'est encore mieux, pour eux c'est indispensable. Voilà, il y a une sorte de vision. Mickaël fait attention à sa consommation d'énergie. Ses radiateurs, sa machine à laver ou encore sa voiture électrique, il les branche à des horaires stratégiques. Comme les heures creuses avec mon fournisseur, c'est de 21h à 5h du matin. Je charge la voiture essentiellement la nuit de 21h à 5h du matin. Sur une application, il suit en temps réel sa consommation pendant les heures creuses pour calculer ses économies. Lorsqu'on calcule par rapport à la facture actuelle que j'ai d'énergie, j'estime à 100 € par an d'économie. Samedi, les règles vont changer. Pour certains foyers, les heures creuses étaient jusqu'à présent réparties le matin entre 7h et 11h et le soir de 17h à 23h. Mais dès le 1er novembre, ces créneaux seront remplacés de 11h à 17h la journée et de 23h à 7h du matin. Des heures creuses en pleine journée, une manière de s'adapter aux nouveaux usages, comme le télétravail, mais pas seulement. On a beaucoup de production solaire, et il faut qu'en face de cette production, on mette de la consommation qui aujourd'hui est assez limitée. Et pour cela, il faut déplacer des heures creuses en après-midi, entre 11h et 17h,
La mesure concerne 11 millions de foyers. Les heures creuses vont changer progressivement d'ici fin 2027. Comme avant, les ménages conserveront 8 heures creuses par jour, 5 heures minimum la nuit et 3 heures maximum la journée. Pour que cet abonnement soit rentable, 30% de votre consommation d'énergie doit être effectuée pendant ces heures creuses, au risque de payer beaucoup plus cher le reste de la journée en heure pleine. Chaque fournisseur est libre de fixer les tarifs des abonnements et de la consommation. Il est donc important de mettre en concurrence les offres sur des comparateurs indépendants.